Alors, moi, c'est moi qui avais demandé au sein de l'agence qu'on travaille sur le prêt de main-d'œuvre aussi, puisque je trouve que c'est une meilleure solution que le chômage partiel. C'est plus facile, c'est plus facile à engager puisqu'il n'y a pas de délai d'un mois pour ouvrir un compte, etc. Euh, et ça permet aussi aux employés ou aux ouvriers de rester actifs, tandis qu'au chômage partiel, ils sont chez eux, donc l'habitude n'est pas forcément très bonne. Par contre, la difficulté, c'était, alors moi je l'ai utilisé 2 fois il y a ces dernières années. La difficulté, c'est qu'il faut beaucoup d'humilité pour appeler ses collègues, pour leur dire, voilà, est-ce que tu peux me prendre est-ce que tu as du boulot, est-ce que tu veux me prendre un gars, etc. Et les collègues qui sont aussi des concurrents, donc ça demande beaucoup d'humilité et un effort. Et bon, dans le bâtiment, on a une activité qui est fluctuante. Hein, on a des chantiers de prévus et puis finalement, le chantier est décalé d'un mois, 2 mois, 3 mois. Donc c'est un peu le lundi où on se dit, ben voilà, j'ai des gars en trop. Hein. Donc la demande de chômage partiel parfois est déjà passée. Et donc, je me demandais s'il était possible de faire une bourse peut-être à la main-d'œuvre pour dire certaines entreprises qui disent bah, moi j'ai besoin de gars et d'autres bah, moi j'en ai disponible la semaine prochaine. Quoi. Okay. Donc, une sorte de plateforme qui puisse exister. Mais écoutez, Ouais. avant d'aller peut-être sur ce côté plus opérationnel, euh, Thomas Bourlet et Carole Gilles ont travaillé sur une présentation que je trouve vraiment intéressante et qui nous permet de brosser à la fois le cadre réglementaire et les cas de recours. Donc, je vous propose de dérouler les choses telles qu'elles étaient prévues initialement. Voilà, et qu'on puisse le diffuser ultérieurement. Donc pour ça, je vais vous donner la parole, Monsieur Bourlet. Je vais partager mon écran avec comment dire, le PowerPoint que vous avez préparé. Je vous remercie. Et donc, vous pouvez vous présenter peut-être? Oui, tout à fait. Donc, pour ma part, donc, je suis Thomas Bourlet. Je suis inspecteur du travail et je bosse à l'UD Direct d'Ille-et-Vilaine à Cesson-Sévigné. Je suis responsable du service un peu fourre-tout dit section centrale travail qui s'occupe de gérer un certain nombre de mesures. Parmi lesquelles ne se trouve pas l'activité partielle, mais plutôt un certain nombre de mesures liées au repos dominical, par exemple, liées aux ruptures conventionnelles, à l'activité des conseillers du salarié. Et j'ai une autre casquette également en tant que responsable du service renseignement. Alors, le service renseignement, c'est ce service que tous les usagers peuvent appeler au téléphone s'agissant d'obtenir des informations tout venantes sur le droit du travail, sur le code du travail, le droit social, dans le cadre de l'exercice du contrat de travail individuel. Donc, vous voyez, une approche plutôt de terrain. Pour faire suite à la présentation de Philippe concernant le bâtiment. Bon, le but aujourd'hui, ça va pas être de faire quelque chose de trop académique, surtout si en plus de ça, vous avez déjà vous-même mis en œuvre cette mesure de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. On peut peut-être passer assez rapidement sur le contexte et l'objectif. Donc, ce sera la première diapositive. Voilà. C'est quelque chose que vous avez rappelé aujourd'hui. Donc, pour pallier à des difficultés de recrutement dans certains secteurs en tension ou pour éviter l'activité partielle dans le cadre d'une baisse d'activité, eh bien, donc, il y a la possibilité de recourir en fait à un prêt de main-d'œuvre non lucratif, à but non lucratif. On l'a dit, l'employeur met alors des salariés à disposition d'une autre entreprise utilisatrice pendant une durée déterminée. Et bien la raison pour laquelle on reparle actuellement de ce dispositif, c'est bien parce que compte tenu de la crise sanitaire qu'on a vécue,
Ce dispositif a été repris récemment, il a été adapté, y compris par la loi du 17 juin 2020, mais sur laquelle on va revenir. Donc je mets confère grand 2, parce qu'effectivement, on va d'abord voir le cadre juridique général du prêt de main-d'œuvre, et ensuite on verra un petit peu comment les dispositions légales ou réglementaires récentes ont adapté ce dispositif. J'évoque également sur le contexte et l'objectif le fait que, eh bien, il y avait des dispositions qui, elles, étaient en faveur des jeunes entreprises et des PME qui préexistaient, hein, qui relèvent d'une loi du 22 septembre 2017 que je développe au troisièmement, au grand 3 en fait de la présentation, sur lequel on ne va pas s'étendre parce que je ne suis pas certain que ce dispositif-là soit le cœur de cible de la présentation d'aujourd'hui, simplement parce qu'il s'adresse à des entreprises de plus de 5000 salariés, hein, qui mettent à disposition des salariés pour, d'entreprises, de jeunes entreprises, de PME, voilà, dont la date de création est relativement récente, hein. On y reviendra tout à l'heure si vous voulez. On peut passer au cadre juridique général. Alors, ce sera la deuxième. Voilà. Voilà. Alors, le cadre juridique général, on ne va pas forcément s'y appesantir, hein. Le L82-41-1 du Code du travail explique qu'en réalité, donc, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est en principe interdite par la loi. Alors, on nous précise dans le code que ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre du travail temporaire, bien sûr, du portage salarial, du travail à temps partagé. Donc, un certain nombre d'aménagements qui a été rendu nécessaire par l'adaptation aujourd'hui, hein, de la main-d'œuvre et de la possibilité d'y recourir. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'y passer trop de temps. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, voilà ce qui nous intéresse. Donc, c'est l'article suivant, hein, le L82-41-2 du Code du travail, qui a été, vous l'avez noté, modifié par une ordonnance de 2017. Les opérations de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif sont autorisées. Alors, voilà une dénomination dont le Code du travail a le secret. On nous explique dans un premier temps que c'est interdit, mais l'inverse, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de but lucratif, eh bien, sont autorisées. Et on nous précise qu'une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice pendant la mise à disposition que les salaires versés aux salariés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition, ceci excluant donc tous les autres frais de gestion du personnel. On va voir que l'adaptation récente, toute récente de ce dispositif a un peu modifié la donne, mais comme je vous disais, là on est bien dans le cadre, on était dans le cadre juridique général. La raison pour laquelle je reviens un petit peu là-dessus, c'est parce que en qualité d'inspecteur du travail et par expérience, il est vrai que dans nos services, la plupart du temps, on évoquait le prêt de main-d'œuvre plutôt comme un délit qui peut être constaté sur les chantiers. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est beaucoup plus encadré, mais fut un temps, eh bien, on pouvait se poser la question du prêt de main-d'œuvre et surtout, on recherchait bien la question du but lucratif ou pas. Est-ce qu'une opération avait exclusivement un but de mise à disposition de main-d'œuvre et est-ce qu'il recherchait un but lucratif? Voilà. Bon, là, on n'est pas du tout en train de parler de ça. On peut passer au grand 2. Voilà sur les modalités de la mise à disposition donc, de ce prêt de main-d'œuvre. Donc, on va d'abord parler des motifs de recours
au dispositif. Donc, il s'agit bien d'un moyen d'adaptation à des variations d'activité, hein, qu'il s'agisse pour l'entreprise prêteuse de faire face à une baisse d'activité et d'éviter de recourir à l'activité partielle. C'est un cas de figure qui a été évoqué tout à l'heure. Ou pour l'entreprise utilisatrice de gérer un surcroît d'activité. La mise à disposition d'un salarié, eh bien, vise donc la mise à disposition de salariés disposant donc de compétences spécifiques pouvant répondre à un besoin ponctuel d'une entreprise utilisatrice. Donc ça, ce sont les motifs de recours. Sur les conditions générales, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, il y a 4 conditions qui sont définies par l'article L8241.2 du Code du travail. Là, on est toujours dans les conditions générales, vous l'avez noté. La première condition, c'est bien l'accord du salarié concerné, donc sur le volontariat. Cet accord se formalise à travers un avenant au contrat de travail qui doit être signé entre le salarié et son employeur. Le législateur précise que le salarié ne peut être ni sanctionné, ni licencié, ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. Donc, on est bien donc sur cette première condition qui est le volontariat du salarié qui doit être contractualisé. Deuxième point, consultation des IRP, donc consultation préalable du CSE au sein de l'entreprise prêteuse, mais également au sein de l'entreprise utilisatrice. La troisième condition, c'est celle de l'existence d'une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice. Alors, celle-ci doit normalement définir la durée de la mise à disposition, c'est toujours une durée à déterminer, l'identité précise et la qualification du salarié mis à disposition, puisqu'on disait que c'était une compétence qu'on mettait à disposition d'une autre entreprise, et également quelque chose qui va toucher de près le salarié dans le cadre de sa mise à disposition, donc le mode de détermination des salaires, des charges sociales, des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse, et ce également de manière à ce que un contrôle puisse être réalisé le cas échéant. Excusez-moi, Quatrièmement. Pardon, je me permets juste, Thomas, sur les conventions, il existe des modèles de conventions pour les entreprises? Je suppose qu'il doit en exister. Je ne suis pas certain d'en avoir à ma disposition, mais on doit pouvoir trouver ce genre de choses-là. D'accord, très bien, merci. Oui, nous, on avait des modèles à la Fédération du bâtiment. On a des modèles. Très bien. Quatrième point, eh bien, avenant au contrat de travail. Donc, c'est un avenant qui est signé par le salarié, qui précise les tâches qui sont confiées aux salariés au sein de l'entreprise utilisatrice, les horaires de travail. On nous précise que sur cette question, le salarié reste soumis aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de l'entreprise prêteuse, c'est-à-dire de son entreprise d'origine, ce qui exclut donc de prévoir l'application d'un forfait jour si l'entreprise prêteuse ne relève pas d'un accord collectif permettant la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jour. Alors là vous avez un arrêt de jurisprudence. Si la présentation inclut cette précision, c'est parce que voilà, la question doit se poser assez régulièrement. Sur l'avenant également, doit être précisé le lieu d'exécution du travail, les caractéristiques particulières du poste de travail et peut-être, le cas échéant, donc une période probatoire, une sorte de période d'essai. C'est une période qui est facultative, sauf si la mise à disposition entraîne une modification d'un élément dit essentiel du contrat de travail, comme le salaire, les fonctions occupées ou encore le lieu de travail à l'extérieur du secteur géographique.
Donc ça, ce sont les quatre points. Ce sont les 4 points qui font l'objet donc de précision. Mais si on passe donc désormais à la diapositive suivante, là, on peut désormais parler d'une adaptation liée à une adaptation qui est prévue par la loi de 2020, voilà, du 17 juin 2020 sur les conditions applicables de cette mise à disposition de main-d'œuvre à but non lucratif dans le cadre de la crise sanitaire et, vous l'aurez noté, jusqu'au 31 décembre 2020. Je l'expliquais à Madame Leloirne, hein, peut-être que ces dispositions vont encore faire l'objet de modifications. Bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans les tuyaux. Aujourd'hui, l'intitulé est bien celui-ci, hein, c'est conditions applicables dans le cadre de la crise sanitaire jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, il reste peu de temps aux employeurs pour bénéficier de cet assouplissement. Il est vrai que le reconfinement et les conditions de reconfinement vont peut-être donner matière, hein, à la conclusion d'un certain nombre de conventions de prêt de main-d'œuvre. Alors, quels sont ces allègements? Allègement des formalités, on nous explique que la convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés. Donc, c'est-à-dire que ça évitera de refaire le même nombre de démarches, voilà, refaire plusieurs fois cette démarche pour un certain nombre de salariés, une seule convention pouvant viser plusieurs salariés, ce qui est une économie substantielle de temps et d'énergie si le dispositif est mis en œuvre pour plusieurs salariés. Également, l'avenant au contrat de travail peut ne pas comporter les horaires d'exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié. Bon, vous voyez, hein, que ces dispositions très génériques doivent pouvoir trouver à s'appliquer sur le terrain. Bon, on peut imaginer, comme ça a été évoqué tout à l'heure, que s'il s'agit de recourir à ce dispositif pour éviter le recours à l'activité partielle, donc ça doit se faire en bonne entente avec le salarié sur le terrain, mais ce qui exige forcément de bonnes relations avec les salariés. Troisième point, sur la consultation des IRP, l'information et la consultation préalable des CSE des entreprises prêteuses et utilisatrices peuvent être remplacées par une consultation sur les différentes conventions signées. Donc là, on n'est plus une consultation préalable sur le principe, mais plutôt sur la convention signée. Elle a alors lieu dans le délai maximum d'un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition. Et donc, si on passe à la diapositive suivante, dernier point et non des moindres, c'est un décret tout récent, hein, le décret 2020-1317 du 30 octobre 2020 qui détermine les secteurs d'activité dans lesquels les entreprises sont temporairement autorisées à effectuer des prêts de main-d'œuvre dans des conditions aménagées jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, je vous ai fait figurer sur le… alors, je ne sais pas si la… On ne le voit pas là à l'écran. Voilà, Ah, voilà. voilà, c'est arrivé. Alors, j'ai fait figurer le lien, hein, du décret, puisque c'est lui qui, très rapidement, renvoie vers vers les dispositions du décret. Alors, j'essaye pour ma part de le regarder en direct, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. J'essaye de me connecter, c'est un petit peu lent. Bien évidemment, c'est toujours quand on a besoin d'aller vite que ça ne marche pas.
Bien non, définitivement, j'ai l'impression que c'est mon réseau personnel qui ne fonctionne pas. Bon, ben, dans ce cas-là, je laisserai les intervenants aller s'y connecter. Vous verrez le décret, hein, il est très simple dans sa forme. Hein. Il renvoie très très rapidement. Il y a un article 1 et 2 et il renvoie ensuite un certain nombre de secteurs au sein desquels, voilà, non, ça fonctionne toujours pas, au sein desquels dont il peut être recouru temporairement à ce dispositif de prêt de main-d'œuvre aménagé. Peut-être le décret pourrait-il faire l'objet de modifications puisque initialement la date butoir est celle du 31 décembre 2020 et nous sommes déjà le 8 décembre. Troisième dispositif sur lequel on peut passer très très vite avant que vous ne posiez des questions le cas échéant, hein, pour ceux qui le souhaiteraient, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est un dispositif qui préexistait en fait aux nouvelles dispositions, c'est le prêt de main-d'œuvre en faveur d'une jeune entreprise ou d'une PME, dispositif qui relève de l'ordonnance de septembre 2017. C'est un dispositif qui, lui, était également dérogatoire à la définition du prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, puisque les opérations de prêt de main-d'œuvre, donc, il est reconnu que les opérations de prêt de main-d'œuvre n'ont pas de but lucratif pour l'entreprise utilisatrice, même lorsque le montant qui lui est facturé par l'entreprise prêteuse est inférieur au salaire versé aux salariés, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition, ou si ces frais donc sont égaux à zéro. Autrement dit, le prêt de main-d'œuvre peut être réalisé à perte pour la grande entreprise ou à titre gratuit. D'une manière générale, ces dispositions-là, ce sont bien celles qui sont applicables également dans ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les dispositions aménagées pour le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, même si on n'est pas en faveur d'une jeune entreprise ou d'une PME. Hein, c'est-à-dire que pour le dispositif aménagé, eh bien, le prêt de main-d'œuvre peut être réalisé à perte pour l'entreprise prêteuse. Dans le cadre de ce dispositif en faveur d'une jeune entreprise ou d'une PME, eh bien, le régime du prêt de main-d'œuvre à but non lucratif ne s'applique pas, celui prévu par la loi. Hein. Ainsi, il n'y a pas d'obligation de rédiger un avenant au contrat de travail. Donc, vous voyez qu'on était sur quelque chose de très spécifique. La diapositive suivante nous explique que une entreprise donc peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d'une jeune entreprise ou d'une PME. Donc c'est un peu le même modèle hein, afin de lui permettre d'améliorer la qualification de sa main-d'œuvre, de favoriser une transition professionnelle, de constituer un partenariat d'affaires ou d'intérêt commun avec une durée limitée de 2 ans. Les entreprises éligibles selon la diapositive suivante, eh bien, les entreprises prêteuses, c'est ce dont je vous parlais, il s'agit des entreprises d'au moins 5000 salariés. Voilà. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de s'y appesantir, puisque, comme je vous le disais, je ne suis pas certain que ce soit ce à quoi les personnes qui se sont inscrites au présent webinaire souhaitent recourir. De toute manière, ce dispositif, il préexistait. Je pense que aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, ce sont bien les dispositions assouplies que vous retrouverez sur les diapositives 8 à 10 du présent PowerPoint. Voilà pour ce que j'avais à expliciter. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et si eh bien, d'aventure, je ne parvenais pas à y répondre en direct, eh bien, je reprendrai contact avec vous ultérieurement. Ok, merci beaucoup. Je vous propose pour faire la petite transition de diffuser une capsule vidéo qui a été montée par l'UMM.
J'espère que... Vous êtes à la recherche de compétences spécifiques. Alors, est-ce que vous entendez? Oui. Oui. Très bien. OK. Donc, je démarre. Faire face à un besoin de main-d'œuvre sans recourir à l'intérim ou au contrat à durée déterminée? Ou à l'inverse, vous faites face à une baisse importante de votre activité qui menace à court terme l'emploi dans votre entreprise? Avez-vous pensé à la mise à disposition temporaire de salariés volontaires? Cette solution, aussi appelée prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, vous permet dans un cadre juridique maîtrisé de mettre temporairement à temps plein ou à temps partiel à la disposition d'une entreprise en recherche de compétences un ou plusieurs salariés volontaires. Ce dispositif est sécurisé par un avenant au contrat de travail et une convention de mise à disposition qui en fixe les modalités. Le recours à ce dispositif est simple et présente de nombreux avantages. Pour les entreprises prêteuses, c'est une solution de mobilité aux conditions sécurisées. Elle maintient les salariés, quel que soit leur niveau de qualification, dans une dynamique positive d'activité sans perdre le lien avec eux. C'est également une façon immédiate de soulager votre trésorerie, car l'entreprise utilisatrice prend en charge la rémunération de votre salarié pendant toute la durée du prêt. C'est enfin le moyen de contribuer au maintien des compétences clés dans l'industrie à l'échelle de votre bassin d'emploi. Pour les entreprises utilisatrices, c'est aussi une réponse aux besoins temporaires de main-d'œuvre. Votre UIMM territorial vous accompagne dans cette démarche, notamment au plan juridique, de façon sécurisée et dans une relation de confiance. Elle facilite la mise en relation entre des entreprises en recherche de main-d'œuvre et d'autres en situation de proposer des compétences disponibles via une plateforme d'échange dédiée. Pour bénéficier de ce service, rendez-vous sur le hub de l'emploi et des métiers de l'industrie, l'industrie-recrute.fr, ou contactez votre UIMM territorial. Ensemble, industriels responsables, participons activement au maintien des compétences dans nos métiers et dans nos territoires, pour aujourd'hui et pour demain. Donc, cette petite présentation vidéo qui refait, je dirais, le panorama de ce que Thomas Bourlet nous a présenté. Et peut-être, Carole, d'avoir un éclairage, donc là, après un éclairage très, très général, de pouvoir avoir, je sais pas si c'est chez moi. Ah, pardon. Ah, pardon, c'est moi qui n'avais pas arrêté YouTube, pardonnez-moi. Donc, après ce panorama général, oui, comme je le disais, d'avoir le témoignage, Carole, de ce qui est mis en place par une branche professionnelle. C'était assez intéressant de pouvoir voir comment, sur le terrain, ou en tout cas, une branche peut s'emparer de ce sujet-là. Donc, je te laisse présenter voilà ce qui est mis en œuvre actuellement. Alors, je travaille effectivement pour l'UIMM Bretagne, donc la fédération de la branche métallurgie. La branche métallurgie fédère des industries manufacturières de différents secteurs d'activité, de la construction automobile à la construction navale, en passant par la sous-traitance de mécanique de précision, le machinisme agricole, l'électronique, etc. Donc des activités industrielles qui ont été, pour certaines d'entre elles, particulièrement impactées par cette crise sanitaire et économique. Et nous, notre priorité en tant qu'organisation professionnelle, ça a été vraiment la sauvegarde de l'emploi et la sauvegarde des compétences dans l'industrie en Bretagne. On a tiré les enseignements de la crise précédente, de 2008-2009, où, malgré une mobilisation importante de l'ensemble des dispositifs qui étaient mis en place, on a quand même eu des licenciements de salariés qualifiés dans nos métiers industriels. Et quand la reprise a été là, les entreprises ont été confrontées à des difficultés à trouver les compétences dont elles avaient besoin immédiatement. On a été confrontés à cette problématique de métiers en tension. Et là, clairement, avec cette crise de la Covid, nous, on souhaite mobiliser l'ensemble des dispositifs pour éviter ce passage par les licenciements, par la casse chômage. Donc,
et la vidéo le redit bien, on est là, on agit localement entre entreprises industrielles pour la sauvegarde de l'emploi et la sauvegarde des compétences dans l'industrie. Alors, le prêt de main-d'œuvre, enfin, il faut être clair aussi par rapport à ça, c'est un outil qui n'a pas vocation à tout résoudre, mais il fait partie de la palette des solutions. Puisqu'on a des solutions comme la formation professionnelle continue, via le FNE par exemple, on a l'activité partielle, on a tous les dispositifs de reconversion individuelle ou collective qui se mettent en place. Donc le prêt de main-d'œuvre, il fait partie de cette palette de solutions qui s'offrent aux entreprises. Ce qui est clair aussi, c'est que le prêt de main-d'œuvre ne peut pas être un dispositif massif, parce que, enfin, vous l'avez bien compris, on est vraiment dans la dentelle. Et puis, il y a quand même, il reste beaucoup de choses à expliquer aux entreprises et à leurs salariés concernés. On a vu, on a un cadre juridique qui s'est assoupli et qui reste bien, qui permet de bien encadrer, de sécuriser le dispositif. Mais vous le voyez, il reste au-delà de ça, au-delà de ce cadre, il reste quand même des freins à lever auprès des entreprises, notamment auprès de celles qui craignent de ne pas voir revenir leurs salariés, par exemple. Donc voilà, donc moi je voulais vous redire ça, c'est un outil parmi d'autres. Il est intéressant, notamment au niveau local. Donc nous on le regarde avec intérêt. On le regarde avec intérêt, alors pas uniquement au niveau de la branche métallurgie. Nous en échangeons avec nos autres collègues des fédérations industrielles bretonnes, chimie, plasturgie, carrières et matériaux, et notamment agroalimentaire, parce que s'il y a bien un secteur d'activité qui a pu traverser cette crise, on va dire sans moins de casse que les autres, c'est bien celui de l'agroalimentaire, parce c'est un secteur qui a continué à plutôt bien fonctionner, parce qu'il a fallu continuer à nourrir la population. Donc, par rapport à nos entreprises industrielles qui travaillent en sous-traitance pour l'aéronautique, par exemple, l'agroalimentaire a plutôt pu bien tirer son épingle du jeu. Donc on y réfléchit en interindustriel, mais toujours en regardant l'ensemble des dispositifs. Et par ailleurs, on a mis en place, alors au côté UMM, mais c'est ouvert à l'ensemble de l'industrie et sur le plan national, on a mis en place une plateforme. En fait, on disposait d'une plateforme de recrutement, un job board ou un hub de l'emploi, sur lequel les entreprises industrielles diffusent leurs offres d'emploi, quelles qu'elles soient, quel que soit le contrat de travail concerné. Et dans le même temps, on a donc le dépôt de CV qui est réalisé par les personnes en recherche d'emploi, et puis la mise en relation se fait, c'est un fonctionnement d'un job board classique, mais qui est spécialisé sur les métiers industriels. Et donc, on a ouvert une fonctionnalité prêt de main-d'œuvre, afin que les entreprises industrielles qui seraient intéressées par cette démarche, qui seraient soit en recherche de compétences, soit enclines à prêter parce que elles sont soumises à une baisse d'activité et donc en situation de sureffective. On a souhaité pouvoir faciliter la mise en relation, mais tout en rappelant que cette fonctionnalité et ce job board ne suffiront pas seuls. Il faut vraiment accompagner les entreprises. Et ça se joue vraiment à l'échelon du local, dans une relation de confiance entre les entreprises, aussi dans une information claire aux salariés qui pourraient être concernés. Moi, je trouve, Monsieur Bourlet, que votre présentation elle est très bien, parce qu'elle rappelle qu'on agit vraiment dans un cadre sécurisé, que le dispositif est vraiment bien cadré, que le contrat de travail n'est ni rompu, n'est ni suspendu. Le salarié reste bien évidemment rattaché à son entreprise prêteuse initiale, que son salaire est maintenu.
que le salarié est volontaire pour s'engager dans cette démarche et qui garde surtout le lien avec son entreprise. Donc, je trouve que c'est important et que, bien évidemment, à la fin de ce prêt de main-d'œuvre, il réintégrera son poste ou un poste équivalent à la fin de la mise à disposition. Et s'il refusait une mise à disposition, il ne peut en aucun cas être ni sanctionné ni pénalisé. Donc voilà, donc le prêt de main-d'œuvre, je pense qu'il peut, il peut accompagner des entreprises en situation difficile et d'autres qui ont un surcroît d'activité, mais peut-être pas suffisamment de visibilité à moyen long terme pour évaluer la pérennité de cette hausse d'activité. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de valoriser aussi l'expérience humaine et professionnelle des salariés qui sont concernés par cette mise à disposition. Et je trouve que et on y réfléchit en interindustriel, mais c'est une occasion pour un salarié de diversifier son expérience dans un environnement de travail différent. Donc forcément, s'acculturer à une nouvelle entreprise, à de nouvelles méthodes de travail, et voilà, un environnement différent. Donc je trouve que c'est intéressant. De fait, ces personnels-là pourront acquérir de nouvelles compétences en lien avec le nouvel environnement professionnel dans lequel ils évolueront. Tout cela contribue à l'employabilité, à l'autonomie. Je trouve que l'expérience humaine réalisée, elle est aussi intéressante et elle mérite d'être aussi valorisée. Donc voilà, moi je voulais vous dire qu'en tout cas, sur le périmètre de la région Bretagne, les branches industrielles qui se rencontrent assez régulièrement dans le cadre de ce qu'on appelle un comité région industrie Bretagne. Donc on regarde cet outil-là de prêt de main-d'œuvre avec attention, mais on regarde tous les autres dispositifs aussi. Et donc on est en train de travailler et on a une réunion de travail demain sur ce sujet, sur une ingénierie pour accompagner les entreprises. Donc être vraiment présent sur le terrain pour identifier les entreprises qui pourraient être en difficulté et d'autres qui seraient intéressées et pouvoir les accompagner, vraiment travailler. Je le disais, on fait de la dentelle, c'est du cas par cas et on n'est pas sur du travail de masse. Donc voilà ce que je souhaitais rapidement vous préciser. La petite vidéo le rappelle aussi, les services juridiques des UMM sont là pour accompagner les entreprises. Et pour les entreprises qui ne seraient pas ressortissantes de l'UMM, elles peuvent contacter leur fédération professionnelle agroalimentaire, chimie, plasturgie, qui ont des représentations en Bretagne et avec lesquelles on échange assez régulièrement. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, le portail est bien ouvert à l'ensemble de l'industrie. Donc voilà, Laurence, très rapidement présenté. J'avais prévu un tout petit support PowerPoint, mais que tu peux faire passer aux personnes. Voilà, le lien vers la vidéo aussi. Je trouve que la vidéo, elle présente aussi, elle démystifie un petit peu ce prêt de main-d'œuvre. Voilà, et je vous redis bien, ce qui nous anime, nous, c'est la sauvegarde de l'emploi et surtout la sauvegarde des compétences dans l'industrie. C'est important. Là, quand la relance sera là, il est important que nos entreprises industrielles puissent redémarrer dans les meilleures conditions et surtout ne pas subir à nouveau ce délai de temps pour disposer des compétences dont elles ont besoin. Donc, on veille aussi à ça et le prêt de main-d'œuvre est un outil assez intéressant pour cela aussi. Et vous aviez raison, monsieur Philippe, ça permet de garder les salariés dans une dynamique d'emploi. Et je trouve ça aussi intéressant. Ou de formation professionnelle, parce que
quand on va rejoindre un nouvel environnement professionnel, par exemple passer d'une entreprise, faire de la maintenance dans une entreprise de mécanique et passer dans une entreprise de l'agroalimentaire, forcément, on a un nouvel environnement qu'il s'agit d'appréhender, et donc la formation professionnelle au préalable de la mise à disposition peut être mobilisée pour accueillir pour accompagner la prise de poste dans la nouvelle entreprise. Voilà très rapidement présenté. Merci beaucoup, Carole. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Je pense que le format s'y prête. Oui, donc Carole, donc du coup, il y a une bourse de l'emploi sur ta plateforme. Voilà, mais spécialisé sur les métiers industriels. Oui, voilà. Voilà. On est vraiment sur le cœur de métiers industriels, la maintenance, la mécanique de précision, le soudage. Alors, ça reste très très confidentiel, hein, les statistiques que j'ai. Et c'est pour cela que nous, en Bretagne, on se mobilise et on met en place une ingénierie pour aller auprès des entreprises et leur faire découvrir le dispositif. Mais en tout cas, voilà, on a cette plateforme qui existe. D'autres secteurs en ont mis en place. Je pense notamment au transport logistique. Moi, j'ai vu quelque chose qui fonctionnait très très bien sur les métiers de chauffeur, routier, conducteur. Et il me semble, puisque Redon est proche des Pays de la Loire, il me semble que la région Pays de la Loire réfléchirait ou a déjà lancé quelque chose. Mais Oui, ça y est, c'est lancé. C'est lancé, d'accord. Oui, oui. Et ça s'adresse à l'ensemble des secteurs d'activité? Oui, tout à fait. C'est une plateforme interpro qui gère également du partage, au-delà du partage de main-d'œuvre, partage du matériel, mutualise des formations. Voilà, on est sur la notion de partage de manière assez globale sur tous les plans que l'entreprise aurait besoin de mutualiser. Donc, effectivement, il existe un certain nombre de plateformes, soit sectorielles, soit généralistes, actuellement. J'avais juste une question, Monsieur Bourlet. Le dispositif tel qu'il est prévu jusque fin d'année comprend la partie allègement, c'est-à-dire la partie assouplissement. Oui. Pour autant, le recours au prêt de main-d'œuvre sera toujours possible, j'imagine, dans sa formule initiale, après le 31 décembre. Oui, bien sûr. En fait, la question, c'est bien de savoir, on l'a dit, ce que constitue un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Et c'est la raison pour laquelle, de toute manière, ces dispositions introduites par une ordonnance de 2017 avaient quand même été assouplies. Et là, on a un assouplissement de l'assouplissement pour cette période de crise. Comme je vous le disais, je ne serais pas surpris que ces dispositions-là soient prorogées en quelque sorte, au-delà du 31 décembre 2020, en toute logique, pour accompagner la reprise. Ça me paraîtrait pertinent. Mais donc, oui, si d'aventure ça ne devait pas être le cas, de toute manière, le principe du prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, eh bien, resterait autorisé, oui. Très bien, parfait, merci. Sylvaine, je ne sais pas si tu as des questions. Non, on a un cas, nous, actuellement, juste pour parler d'un cas pratique, on recherchait un responsable qualité opérationnelle qu'on a trouvé, mais qui était encore en poste dans une entreprise du côté de Bordeaux. Et en fait, on a convenu avec l'entreprise de faire du prêt de personnel pendant 3 mois, le temps que lui traite ses dossiers dans cette entreprise à Bordeaux et vienne chez nous pour commencer l'intégration chez Moureau. Et donc, en fait, on a une convention de prêt qui va couvrir la période janvier-mars avec un calendrier défini sur ces périodes de présence entre Guémené et Bordeaux. Voilà, donc c'était le cas concret qu'on a actuellement. Et ensuite, il est embauché chez nous à partir d'avril.
D'accord. Donc, on est plutôt sur une situation temporaire de… C'est tout à fait convenu avec la RH de sa société, c'est en commun accord, convention signée, validée des deux côtés, enfin des trois côtés avec le salarié, bien évidemment. Très bien. Donc, ça se passe très bien. Donc, ça sera notre premier cas. Très bien. Philippe, ce que vous soulignez aussi ce matin, enfin en démarrage, en introduction, disant effectivement, c'est avec une grande humilité que je recontacte mes collègues et concurrents pour leur demander si ils sont en difficulté, afin que voilà, c'est ça aussi que nous on souhaite au niveau industriel. Sécuriser, quoi. Et c'est pour ça qu'on travaille à l'ingénierie, comment en mobilisant toutes les forces vives de nos branches industrielles en Bretagne, mais comment on identifie des entreprises, comment on les approche, comment voilà, c'est vrai que c'est pas évident pour une entreprise de dire oui, moi je suis dans une situation compliquée. Voilà, je trouve que c'est un point aussi intéressant à soulever, parce que le dispositif est là, tout est sécurisé, bien cadré, mais il y a tout il y a tout l'humain et qui entoure cela, et c'est important de bien anticiper l'approche que l'on a auprès des entreprises. C'est pas évident. Merci, Carole. Je ne sais pas s'il y a d'autres réflexions ou d'autres interrogations. Je n'ai pas compris où Sylvaine travaille. C'est Moreau Industrie. Je travaille à Guémené, je suis chez RH Moreau, avec dans Vincent. C'est ça. Oui, c'est ça. Chez Moreau. En tout cas, moi, je vous remercie. L'exercice n'est jamais très facile, mais il est encore plus difficile lorsque le nombre d'inscrits n'est pas présent au rendez-vous. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre investissement sur la préparation. Merci pour votre attention. Et je vous souhaite à tous une très, très belle journée. Je voulais dire, le prêt de main-d'œuvre, je crois que le dispositif a été utilisé une dizaine d'années par la fin de Forestia, Forestia Cibrette et différents sites Forestia qui ont fait des prêts avec, je sais pas, Yves Rocher ou d'autres, ou BIC ou d'autres entreprises du secteur. Tu as retrouvé ça, Laurence? Alors, je n'ai pas fait l'historique sur comment dire, sur le secteur. Je suis plutôt à demander à comment la mise chez Géose, là, comment elle s'appelle? Laetitia. Laetitia, ouais. Oui. Elle avait dû gérer ça. Donc là, l'idée, c'est plutôt de se dire, voilà, sur les semaines et les mois à venir, s'il y a des besoins sur le territoire, comment les mettre en œuvre. Donc, on est bien d'accord que sur la partie industrielle, les choses se mettent en place et s'organisent pour effectivement faire se rencontrer l'offre et la demande. Sur les autres secteurs d'activité, les branches vont peut-être s'organiser également. Donc, Carole parlait du secteur du transport notamment. Effectivement, c'est aussi comment sur le territoire, les rencontres sont facilitées entre entreprises. Et ça, c'est aussi mon rôle que de le favoriser.